Une fillette arrête un millionnaire dans le parc et dit « Ta photo est dans le téléphone de ma maman ». Il est resté stupéfait. « Bienvenue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et maintenant, passons à l'histoire. » Le soleil de juin caressait les Tuileries d'une lumière dorée, transformant les feuilles des marronniers en vitraux naturels. Roberto Mercier, costume impeccable et regard distant, occupait son banc habituel, celui face à la fontaine centrale. Chaque jeudi, depuis 5 ans, il s'accordait cette parenthèse entre 2 réunions. Une habitude presque rituelle, comme pour se rappeler qu'en dehors des chiffres et des contrats, Paris continuait de vivre. Il consultait distraitement son téléphone, répondant par monosyllabes aux messages de son assistante, quand une sensation étrange le fit lever les yeux. Une petite fille aux boucles châtaines le fixait, immobile à quelques mètres. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans, avec ses joues rondes constellées de taches de rousseur et son regard d'une intensité troublante. « Bonjour », dit-elle simplement, en s'approchant sans aucune hésitation. Roberto sourit poliment, cherchant des yeux un parent responsable. « Bonjour, petite. Tu es perdue ?»« Non », répondit-elle avec cette assurance désarmante propre aux enfants. « Je te cherchais. » Le tutoiement spontané le surprit autant que l'affirmation. « Tu me cherchais. Tu dois te tromper, nous ne nous connaissons pas. » La petite fille pencha la tête sur le côté, ses yeux d'un brun ambré reflétant la lumière du jour. « Mais si, ta photo est dans le téléphone de maman. » Une goutte froide glissa le long de sa colonne vertébrale. Roberto se redressa, soudain plus attentif. Le temps semblait suspendu entre eux, comme si les bruits du parc S étaient estompés. « Ta maman s'appelle comment ?» demanda-t-il, la voix légèrement enrouée. « Laura, Laura Beaumont. » Le nom résonna en lui comme un écho lointain, réveillant des souvenirs qu'il croyait avoir soigneusement enterrés. Laura, 7 ans plus tôt. Une histoire intense qui s'était terminée aussi brutalement qu'elle avait commencé. Une blessure qu'il avait mis des années à cicatriser. « Et toi, comment t'appelles-tu » continua-t-il, les doigts serrés autour de son téléphone. « Clara » répondit-elle avec un sourire qui creusa 2 fossettes identiques sur ses joues, des fossettes qu'il connaissait, des fossettes qu'il voyait chaque matin dans son miroir. Le sol sembla vaciller sous ses pieds, et l'équation était simple, terrifiante. Clara, 6 ans, Laura. Le calcul se faisait sans effort. Clara, Clara, où es-tu? La voix paniquée traversa l'allée, et Roberto la reconnut instantanément, comme si aucune année n'était passée. Laura apparut entre 2 massifs de roses, essoufflée, ses cheveux auburn noués en chignons désordonnés. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle s'immobilisa, le visage soudain pâle comme la porcelaine. « Roberto » murmura-t-elle, si bas, il dut lire sur ses lèvres plus qu'entendre. Clara courut vers sa mère, tout excitée. « Maman, j'ai trouvé le monsieur du téléphone. » Un silence lourd s'installa entre les adultes, chargé de questions muettes et d'accusations silencieuses. Les doigts de Laura s'accrochèrent aux épaules de sa fille comme à une bouée de sauvetage. « Je ne pensais pas. Je ne savais pas que tu venais encore ici, » balbutia Laura, cherchant visiblement ses mots. Roberto se leva lentement, son regard alternant entre la mère et la fille, notant les similitudes, les détails qui confirmaient l'intuition qui lui nouait l'estomac. « Je suppose que nous avons à parler », dit-il d'une voix qu'il s'efforçait de contrôler. Un groupe d'écoliers passa bruyamment près d'eux, créant un contraste saisissant avec la tension silencieuse qui les enveloppait. Laura hocha imperceptiblement la tête, ses yeux exprimant une vulnérabilité qu'il n'avait vue qu'une seule fois auparavant, le jour où elle l'avait quitté. « Clara, chérie, tu veux aller voir les bateaux sur le bassin ?» proposa Laura, la voix légèrement tremblante. La petite fille acquiesça avec enthousiasme, mais avant de se éloigner, elle se tourna vers Roberto. « Tu viens aussi ?» Cette simple question enfantine contenait tout le poids du destin qui venait de basculer. Roberto sentit quelque chose se briser en lui, peut-être une certitude, peut-être une armure soigneusement forgée au fil des années. « Dans un moment, » répondit-il doucement. « Ta maman et moi devons d'abord discuter. » Laura s'accroupit devant sa fille, lui murmurant quelques mots à l'oreille. Clara S. éloigna de quelques pas, restant à portée de vue, mais suffisamment loin pour ne pas entendre. Pourquoi? La question de Roberto contenait 7 années de vide, d'absence et de non-dit. Les yeux de Laura s'embuèrent. J était terrifié, Roberto. Tu construisais ton empire. Tu répétais sans cesse que les enfants n'entraient pas dans tes plans avant des années. Quand j'ai découvert ma grossesse, tu venais de signer pour l'expansion internationale. Comment aurais-je pu...
Tu aurais pu me laisser le choix, coupa-t-il, la voix basse mais ferme. Tu as décidé pour nous deux, pour nous trois. Un silence épais s'installa entre eux, seulement rompu par les rires lointains de Clara, qui observait un petit bateau naviguer sur le bassin. Elle est malade, Roberto, lâcha finalement Laura, comme si ces mots lui brûlèrent la gorge. C'est pour ça que je suis revenu à Paris. Les médecins ici sont les seuls à pouvoir... La phrase resta en suspens, mais le monde de Roberto bascula une seconde fois en l'espace de quelques minutes. Une fille dont il ignorait l'existence jusqu'à maintenant. Une fille malade. Au loin, Clara se retourna et leur fit un grand signe de la main, son sourire illuminant son visage délicat. Roberto lui répondit machinalement, sentant un lien inexplicable se tisser dans l'air parisien. « Quel est ton numéro ?» demanda-t-il finalement, sortant son téléphone. « Je veux tout savoir, tout. » Laura lui dicta son numéro, ses doigts jouant nerveusement avec la lanière de son sac. « Je ne te demande rien, Roberto. Je voulais juste que tu saches, au cas où... » « Au cas où quoi ?» La question tomba comme une lame. « Au cas où je ne serai plus là pour elle, » répondit Laura, la voix à peine audible. Roberto sentit le sol se dérober sous ses pieds pour la troisième fois. Mais avant qu'il puisse répondre, Clara revint en courant vers eux, ses petites bottines claquant sur les graviers du parc. « Il y avait un bateau rouge !» s'exclama-t-elle, avec émerveillement. Sans réfléchir, Roberto s'accroupit à sa hauteur, à la même altitude que ses yeux si semblables aux siens. « J'adore les bateaux rouges », dit-il simplement. Clara sourit, révélant l'absence d'une dent de lait, et dans ce sourire, Roberto vit s'effondrer toutes les certitudes sur lesquelles il avait bâti sa vie d'homme d'affaires solitaire. « Demain », dit-il en se relevant et en regardant Laura droit dans les yeux. « Café Laurent, midi, nous devons parler. » Ce N n'était pas une question, ni même vraiment une proposition. C'est était la première décision d'une existence qui venait de prendre un tournant inattendu, au milieu d'un jardin parisien baigné de soleil. Quand le destin dessine des chemins plus profonds que le sang, le Café Laurent semblait plus étroit que dans ses souvenirs. Roberto arriva 20 minutes en avance, choisissant délibérément la table la plus éloignée du piano. Il commanda un espresso qu'il ne toucha pas, les yeux rivés sur la porte d'entrée. La veille, il n'avait pas fermé l'œil, comme suspendu entre deux vies, celle d'avant Clara et celle d'après. Quand Laura apparut, seule, il sentit une pointe de déception. Une part de lui espérait revoir la petite fille aux fossettes identiques aux siennes. « Clara est à l'école », expliqua Laura en s'asseyant. « J'ai pensé que ce serait mieux pour cette conversation. » Le serveur déposa un café crème devant elle, et Roberto remarqua les cernes sous ses yeux, les mêmes que celles qu'il avait observées dans son propre miroir ce matin. « Parle-moi d'elle », demanda-t-il simplement. Laura sortit son téléphone et fit défiler une série de photos. Clara sur un manège, Clara soufflant des bougies, Clara endormie avec un livre d'histoire. Chaque image était comme une année volée, un moment dont il aurait dû faire partie. « Elle aime les histoires de chevaliers », dit Laura. « Elle collectionne les coquillages, elle dessine des maisons avec des cheminées, même en été. » Roberto écoutait, avide de chaque détail, tentant de combler 7 années d'absence en quelques minutes. « Et ça, sa maladie ?» finit-il par demander, la gorge serrée. Laura rangea son téléphone, comme pour se préparer à une conversation plus difficile. « C'est une maladie génétique rare, le syndrome de Morquio. Ça affecte son développement osseux progressivement. Pour l'instant, elle a surtout des douleurs articulaires, mais à terme, sa voix se brisa. Roberto tendit instinctivement la main vers elle, mais s'arrêta à mi-chemin. « Les traitements existent, » reprit Laura après avoir respiré profondément. « Mais ils sont expérimentaux, coûteux. J'ai épuisé mes économies pour les premiers essais cliniques. »« L'argent n'est pas un problème, » répondit immédiatement Roberto. « Ce n'est pas pour ça que je t'ai cherché, » coupa Laura, soudain plus ferme. « J'ai vendu mon appartement à Lyon. Je travaille double à l'agence. Je m'en sors. » Roberto serra les poings sous la table. « Tu t'en sors? Pendant 7 ans. Tu m'as privé de ma fille et maintenant tu refuses mon aide. »« Je ne t'ai pas cherché, » murmura Laura, les yeux baissés. « C'est Clara qui t'a trouvé. » Cette phrase le désarma complètement. Une enfant de 6 ans avait accompli ce que la fierté des adultes avait rendu impossible pendant des années. « Je veux la rencontrer. Officiellement, » déclara-t-il. « Pas comme un étranger dans un parc. » Laura hésita visiblement. « Elle ne sait pas qui tu es, Roberto. Elle sait seulement que tu étais important pour moi, autrefois. Et maintenant, je suis quoi pour toi ?» La question flotta entre eux, chargée de non-dits. Laura détourna le regard.
Une complication, répondit-elle finalement. Une complication nécessaire. 3 jours plus tard, Roberto se tenait devant le petit appartement que Laura louait près de Montmartre. Il avait apporté un paquet soigneusement emballé, un livre de contes de chevalier qu'il avait fait rechercher spécialement. Clara lui ouvrit la porte, un grand sourire illuminant son visage. « Maman a dit que tu viendrais. J'ai mis ma robe préférée. » Elle tourbillonna pour montrer sa robe bleue, et Roberto remarqua la légère raideur dans ses mouvements, un signe discret de sa condition que seul un regard averti pouvait percevoir. Le dîner fut étrange et merveilleux à la fois. Clara monopolisa la conversation, racontant l'école, ses amis, sa maîtresse qui parle comme si elle avait avalé un dictionnaire. Roberto buvait ses paroles, notant mentalement chaque préférence, chaque expression. À plusieurs reprises, leurs regards se croisèrent, Laura et lui, par-dessus la tête de cet enfant qui portait leurs 2 visages mélangés. Quand vint l'heure du coucher, Clara insista pour que ce soit Roberto qui lise une histoire du nouveau livre. « Tu fais les voix comme maman ?» demanda-t-elle, blottie sous sa couette. « Je peux essayer » promit-il, la gorge nouée par émotion. Lorsque Clara s'endormit enfin, Roberto referma doucement la porte de sa chambre et rejoignit Laura dans le salon étroit. « Elle est extraordinaire » murmura-t-il. « Oui » acquiesça Laura. « Elle l'a toujours été. » Le silence s'installa, seulement troublé par le tic-tac d'une horloge et les bruits lointains de la ville. « J'ai contacté le professeur Moreau à l'hôpital Necker » annonça Roberto. « Il est spécialiste des maladies osseuses rares. Il accepte de voir Clara la semaine prochaine. » Laura se figea. « Sans me consulter. Tu n'as pas le droit de... »« J'ai tous les droits, » répliqua-t-il, plus durement qu'il ne l'aurait voulu. « Je suis son père. »« Sur le papier, tu n'es rien du tout, » lança Laura. « J'ai géré seul pendant 7 ans. Je connais chaque médecin, chaque traitement. Je n'ai pas besoin que tu débarques et prennes les décisions à ma place. » Les mots s'entrechoquaient, libérant des années de frustration et de solitude de part et d'autre. Pourtant, il parlait à voix basse, conscient de la petite fille qui dormait à quelques mètres. « Je veux la reconnaître légalement, » déclara finalement Roberto. « Je veux qu'elle porte mon nom. Je veux être présent pour elle. » Laura s'effondra dans un fauteuil, comme si toute énergie l'avait quittée. « Ce n'est pas si simple, Roberto. »« Qu'est-ce qui n'est pas simple ?» insista-t-il en s'accroupissant devant elle. « Dis-moi. » Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois, il y vit non pas de la colère ou de la méfiance, mais une peur profonde. « J'ai peur que tu nous abandonnes, » avoua-t-elle, « quand tu verras ce que cette maladie implique, les soins quotidiens, les nuits sans sommeil, les urgences. J'ai peur que tu réalises que ça ne cadre pas avec ta vie parfaite et que tu disparaisses, la laissant encore plus blessée qu'avant. » Roberto prit ses mains dans les siennes. « Je ne suis plus l'homme que tu as quitté, Laura. Ces années sans vous, elles n'étaient pas parfaites. Elles étaient vides. » La semaine suivante, ils se retrouvèrent tous les 3 dans le bureau du professeur Moreau. Clara jouait avec une poupée que Roberto lui avait offerte, inconsciente de la gravité des conversations autour d'elle. « Pour confirmer le diagnostic et établir un protocole précis, nous devons effectuer une série de tests, » expliqua le médecin, « y compris génétique. » Laura acquiesça, habituée à ce discours. Mais le professeur se tourna vers Roberto. « Pour vous aussi, monsieur. Afin d'établir la carte génétique complète, nous avons besoin d'échantillons des 2 parents. » Le test fut rapide, un simple prélèvement buccal. Roberto observa ensuite Clara passer de salle en salle, courageuse face aux examens, ne pleurant que lorsqu'une infirmière dut lui faire une prise de sang. « Tu as été très brave, » lui dit-il en lui offrant une glace à la sortie de l'hôpital, « comme un vrai chevalier. » Clara lécha sa glace pensivement. « Les chevaliers, ils n'ont pas peur des piqûres. »« Ils ont peur, » répondit Roberto, « mais ils affrontent quand même ce qui leur fait peur. C'est ça, le courage. » Laura les observait, émue par cette complicité naissante. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, elle sembla se détendre véritablement. Pendant les 2 semaines qui suivirent, Roberto réorganisa entièrement sa vie. Il délégua des responsabilités, annula des voyages d'affaires et loua un appartement près de celui de Laura et Clara. Chaque soir, il passait les voir, apportant parfois des jouets, souvent des livres, toujours son attention complète. Un soir, alors que Clara dormait, Roberto et Laura parlèrent longuement de l'avenir, des traitements possibles, d'une forme de garde partagée. Pour la première fois, ils construisaient quelque chose ensemble, plutôt que de se battre contre leurs passés respectifs. Puis vint l'appel du professeur Moreau,
leur demandant de venir à son bureau, sans Clara. Le bureau était silencieux, trop silencieux. Le médecin les fit asseoir, son expression indéchiffrable. « J'ai les résultats des tests génétiques », commença-t-il, manipulant nerveusement un dossier. « Et il y a une anomalie que je dois vous signaler. » Laura se raidit, prête à entendre le pire sur la maladie de sa fille. Roberto lui prit instinctivement la main. « Monsieur Mercier », poursuivit le médecin en fixant Roberto, « selon ses analyses, vous ne pouvez pas être le père biologique de Clara. » Le monde s'arrêta. Roberto sentit un bourdonnement dans ses oreilles, comme si toute la pièce s'éloignait. « C'est impossible », articula-t-il. « Sa Clara me ressemble, elle a mais... Les ressemblances peuvent être trompeuses, » coupa doucement le médecin. « Les tests sont formels. » Laura, livide, serrait si fort la main de Roberto que ses jointures blanchissaient. « Je n'ai jamais... Il n'y a jamais eu personne d'autre, » murmura-t-elle. Le professeur Moreau consulta à nouveau son dossier. « Madame Beaumont, avez-vous eu recours à une procréation médicalement assistée ?»« Oui, » répondit-elle faiblement. « J'ai été seule, je voulais un enfant. J'ai utilisé une clinique à Lyon. » Roberto lâcha sa main, comme brûlé. « Tu as... quoi ?»« Après notre rupture, » expliqua Laura, des larmes coulant librement sur ses joues. « J'ai demandé un donneur anonyme. Je n'ai jamais pensé... » « Il est possible qu'il y ait eu une erreur à la clinique, » intervint le médecin. « Ce sont des cas rarissimes, mais documentés. Un mélange d'échantillons, peut-être. » Roberto se leva brusquement, incapable de rester assis. Les implications le frappaient comme des vagues successives. Clara N. n'était pas sa fille. Toutes ses émotions, ses projets, ses rêves naissants, bâtis sur une illusion. « Je dois prendre l'air, » murmura-t-il en se dirigeant vers la porte. « Roberto !» appela Laura, désespérée. « S'il te plaît. » Mais il était déjà dans le couloir, avançant sans voir, percutant presque une infirmière. L'hôpital lui semblait soudain étranger, hostile. Il trouva une sortie et se retrouva dans un petit jardin intérieur. Il s'assit sur un banc, le regard fixe. Des images de Clara défilaient dans son esprit. Son sourire, ses fossettes, sa façon de froncer les sourcils quand elle se concentrait. Pendant ces quelques semaines, il s'était autorisé à l'aimer comme sa fille, à projeter un avenir ensemble. Et maintenant, Laura le retrouva une heure plus tard, les yeux rougis, l'air épuisé. Elle s'assit à côté de lui sans parler. « Je comprends si tu veux partir, » dit-elle finalement. « Clara ne sait pas encore que tu pourrais être son père. Elle n'aura pas à vivre cet abandon. » Roberto tourna lentement la tête vers elle. « Abandonner? N'est-ce pas ce que tu vas faire ?» demanda Laura, la voix tremblante. « Maintenant que tu sais qu'elle n'est pas de mon sang, » compléta Roberto. Il se tut longuement, contemplant les arbres qui bruissaient doucement. « Mais elle est dans mon cœur, Laura. Depuis le premier jour dans ce parc, » Laura le regarda, incrédule. « Tu ne peux pas être sérieux. Toute cette situation, c'est un cauchemar. Une erreur médicale a créé ce lien que tu croyais avoir avec elle. »« Non, » corrigea Roberto en se tournant complètement vers elle. « C'est Clara qui a créé ce lien, pas la génétique, pas le hasard, elle. » Un silence s'installa entre eux, plus léger que les précédents. « Et maintenant ?» murmura Laura. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Roberto se leva, tendant la main vers elle. « Maintenant, on rentre. Il y a une petite fille qui attend qu'on lui raconte une histoire de chevalier. » Laura hésita, scrutant son visage pour y déceler le moindre doute. « Et demain? Et après-demain? Quand la réalité va s'imposer? La réalité, c'est que Clara a besoin de nous. Tous les deux, » répondit Roberto. « Le reste, on l'affrontera ensemble. » Elle saisit sa main et se leva à son tour. Ils restèrent un instant face à face, porteurs d'un secret qui changeait tout et paradoxalement ne changeait rien à l'essentiel. « Il y a une autre consultation la semaine prochaine, » dit Laura, « pour discuter des nouveaux traitements. » Roberto serra doucement sa main. « J'y serai. » Sur le chemin du retour, traversant Paris baigné dans la lumière dorée du soir, ils marchaient côte à côte, unis par un lien plus fort et plus mystérieux que le sang. Une petite fille aux fossettes familières qui les attendait, ignorant encore combien sa simple existence avait bouleversé le cours de leur vie. L'amour qui ne demande pas, il reste simplement 6 mois, était écoulé depuis la révélation au bureau du professeur Moreau. LTT avait cédé sa place à l'automne, puis à un hiver particulièrement rigoureux. Dans le petit appartement près de Montmartre, Clara dormait, son corps fragile, luttant contre une nouvelle poussée de fièvre. Roberto fixait la fenêtre givrée, observant les flocons qui dansaient dans la nuit parisienne.
Il n'avait pas quitté le chevet de Clara depuis 3 jours, alternant les tours de garde avec Laura. Les traitements expérimentaux avaient commencé, apportant leur lot d'espoir et d'effets secondaires douloureux. Elle s'est enfin endormie, murmura Laura en entrant dans le salon, une tasse de thé à la main. Les cernes sous ses yeux témoignaient de l'épuisement accumulé. Roberto acquiesça silencieusement. Ces derniers mois, ils avaient appris à communiquer sans mots, à lire les inquiétudes dans le regard de l'autre, à se soutenir mutuellement. Le médecin a appelé, continua Laura en s'asseyant près de lui. Les résultats des derniers tests sont mitigés. Roberto serra les poings, puis les détendit lentement. Qu'est-ce que ça signifie, concrètement? Ils proposent un traitement plus agressif, avec plus d'effets secondaires, mais potentiellement plus efficace. Le silence s'installa entre eux. Dans la pièce voisine, Clara toussait doucement dans son sommeil. « J'ai peur, Roberto », avoua Laura, sa voix à peine audible. « J'ai peur de prendre la mauvaise décision. J'ai peur qu'elle souffre pour rien. » Il prit sa main, cette main qu'il avait appris à reconnaître entre mille, avec sa petite cicatrice sur le pouce et ses ongles toujours coupés courts. « Nous déciderons ensemble, » promit-il, comme toujours. Laura leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis des semaines, un faible sourire éclaira son visage fatigué. « Tu n'as jamais flanché, pas une seule fois. Pourquoi l'aurais-je fait ?» demanda-t-il simplement. « Parce que tu aurais pu, parce que rien ne t'y obligeait, parce que Clara n'est pas... Elle est ma fille !» coupa Roberto avec une conviction absolue. Pas par le sang, mais par le cœur, par le choix. Et c'est le choix le plus important que j'ai jamais fait. Le lendemain, ils emmenèrent Clara au jardin des plantes, profitant d'une accalmie dans son état. Émitouflée dans une épaisse doudoune rouge, elle marchait entre eux, ses petites mains gantées tenant fermement les leurs. « Je veux voir les lions », déclara-t-elle avec cette détermination qui la caractérisait même dans les moments difficiles. La ménagerie était presque déserte en ce jour de semaine hivernale. Devant la cage des félins, Clara resta longuement silencieuse, fascinée par le majestueux lion qui somnolait sur un rocher. « Tu sais, » dit Roberto en s'accroupissant à sa hauteur, « les lions sont les animaux les plus courageux qui existent. »« Parce qu'ils sont forts ?» demanda Clara. « Non, parce qu'ils protègent leur famille, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est le vrai courage. » Clara médita ces paroles, son regard alternant entre le lion et l'homme qui, depuis des mois, était devenu une présence constante et rassurante dans sa vie. « Comme toi, avec maman et moi ?» demanda-t-elle innocemment. Roberto sentit son cœur se serrer d'émotion. « Exactement comme ça, ma petite lionne. » Laura, qui observait cet échange, ne put retenir une larme. Ces moments de grâce, arrachés à l'angoisse quotidienne, valaient tous les combats du monde. Ce soir-là, alors que Clara dormait paisiblement après une journée sans douleur, Roberto prit une décision. Dans le salon transformé en quartier général médical, avec ses piles de dossiers et ses boîtes de médicaments, il sortit une petite boîte de sa poche. « J'ai quelque chose à te demander », dit-il à Laura, qui triait des ordonnances. Elle leva la tête, intriguée. Lorsqu'elle vit la boîte, ses yeux écarquillèrent. « Je sais que le moment peut sembler étrange », poursuivit Roberto. « Mais ces derniers mois m'ont appris que la vie est trop précieuse pour attendre le moment parfait. » Il ouvrit l'écrin, révélant une simple bague en or blanc. « Je ne te demande pas de m'épouser pour Clara. Je te le demande parce que je t'aime. Parce que, malgré tout ce que nous avons traversé, ou peut-être grâce à cela, je sais que c'est à tes côtés que je veux être. » Laura resta sans voix, les yeux rivés sur la bague. « Nous formons déjà une famille, » continua-t-il doucement. « Une famille qui s'est choisie, qui s'est battue pour exister. Maintenant, je veux l'officialiser, pour Clara, pour nous. » Laura tendit une main tremblante vers lui. « Tu es sûr? Avec tout ce qui nous attend encore? Les traitements, l'incertitude. C'est précisément pour cela que je suis sûr, » répondit-il. « Parce que je sais que, quoi qu'il arrive, c'est ensemble que nous serons plus forts. » Elle glissa la bague à son doigt, et dans ce geste simple résidait toute la promesse d'un avenir qu'il construirait pas à pas, jour après jour. « Oui, » murmura-t-elle en se blottissant contre lui. Dans la chambre voisine, Clara s'agita dans son sommeil, puis se rendormit paisiblement, comme si elle sentait, dans son univers d'enfant, que quelque chose venait de se sceller, quelque chose qui la protégerait toujours, car parfois, les liens les plus solides ne sont pas ceux que le destin nous impose, mais ceux que notre cœur choisit librement de tisser, même surtout quand l'orage gronde et que l'avenir semble incertain. Ce sont ces liens, forgés dans l'épreuve et l'amour inconditionnel, qui transforment 3 solitudes en une famille indivisible.
Et comme les lions du jardin des plantes, ils continueraient à veiller les uns sur les autres, non pas par obligation mais par ce choix renouvelé chaque matin, cette promesse silencieuse qui transcende le sang et le temps, celle de être simplement, obstinément, présent. Vous avez été touché par cette histoire de famille et d'amour inconditionnel. Ne gardez pas ces émotions pour vous, partagez-les. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires qui touchent le cœur. Laissez un « j'aime » si vous avez ressenti la magie de l'amour qui choisit, et commentez pour nous dire quelle partie vous a le plus ému. Chaque histoire partagée est une main tendue vers quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui.